Les Émirats, une langue de désert qui s'avance entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Depuis une dizaine d'années, grâce à leurs pétrodollars, Dubaï et Abu Dhabi affichent leur prospérité à coups de projets pharaoniques et de tours vertigineuses. Les Émirats ont désormais l'ambition de devenir la plaque tournante du commerce mondial du temps de l'après-pétrole, à mi-chemin entre l'Inde, la Chine et l'Europe. De quoi susciter l'appétit de tout ce que la planète compte d'investisseurs. Sur les plages se croisent sans se mélanger expatriés du monde entier, cadres et ouvriers du bâtiment, venus chercher fortune ou simplement subsistance. Le week-end commence le vendredi. 280 nationalités attirées par les Émirats envahissent le littoral. Mais curieusement, les grands absents, ce sont les Émiriens eux-mêmes. Les nationaux ne représentent que 15% de la population et pour eux, les plaisirs de la mer ne se goûtent guère sur les plages publiques. Son amour de la mer, Ali, un ancien plongeur, souhaite le faire partager au plus grand nombre. Il dirige depuis 10 ans une association gouvernementale chargée de protéger le littoral. Je pense que jusqu'à présent, nous avons été proches de la mer. Nous buvons grâce à la mer. Il n'y a pas d'eau dans le sol des Émirats. Nous aimons la mer. La plupart des Émiriens aiment pêcher. Ils vont plonger. On a beaucoup d'îles. Peut-être pas autant qu'avant, où nous étions véritablement liés à la mer. Maintenant, la plupart d'entre nous vivent loin de la mer. C'est pourquoi nous faisons revivre la tradition et faisons venir des gens ici pour leur faire comprendre ce qu'était la vie traditionnelle. Jour après jour, Ali et ses hommes font ainsi revivre des coutumes qui pourraient se perdre très vite. Dans le désert des Émirats, les palmiers poussent difficilement, mais en quelques années, des tours ont surgi le long des côtes. Dubaï et Abu Dhabi sont devenus des mégapoles verticales sur un terrain sans aspérité. Le contraste est saisissant quand on revoit les images de ces villes il y a 40 ans. Les maisons basses faisaient face à un front de mer à peine aménagé. C'était avant la manne surgie des entrailles du désert, le pétrole. Les 7 Émirats sont inégalement pourvus en or noir. Aussi, en 1971, les cheikhs décident de partager cette richesse et de former une fédération. Les Émirats arabes unis naissent sous l'impulsion d'un cheikh visionnaire, Zayed, le cheikh d'Abu Dhabi. Cet émirat est le gagnant de ce grand loto géologique avec 94% des réserves de pétrole de la région. À l'époque, disait-on, il y en aurait pour plus d'un siècle. En vieux bédouin, Ali, l'ami intime des cheikhs, sait remercier les personnes qui ont sorti les Émirats de leur Moyen-Âge. Vous savez que Cousteau, le plus grand savant qui était français, a enseigné aux gens son amour de la mer et de la plongée. C'est pourquoi on l'appelait l'éminence du Golfe. Il était préoccupé par l'écologie des mers. Et d'ailleurs, il a participé à l'extraction du pétrole à Abu Dhabi. Paix à son âme, si Dieu veut. Contrairement aux prévisions, les ressources pétrolifères de l'Émirat sont quasiment épuisées. À mots couverts, on parle d'une fin de l'extraction en 2010. Ce qui n'empêche pas les Dubaïotes de continuer à construire des tours qui tutoient le ciel, comme Burj Dubaï. Elle atteint aujourd'hui 700 mètres et pourrait monter encore plus haut. La richesse s'exhibe aussi dans les marinas. Patrick, un expatrié indien, travaille à la capitainerie du port de Dubaï et surveille de près les bateaux des Émiriens. La plupart d'entre eux n'ont pas qu'un seul bateau, mais ils peuvent en avoir jusqu'à 5. Je crois que c'était une transition assez rapide pour passer de l'époque des chameaux à l'époque des Chevrolet et des limousines. Et ensuite, vous réalisez que vous pouvez aussi avoir une Lamborghini, une Bugatti et tout ce qui va avec. Et après, vous vous dites, c'est bon, si à Monaco il y a les plus beaux yachts, pourquoi pas moi? Tu as l'argent, fonce, achète-le. Tu l'utilises pas, on s'en fiche.
No, who does it belong to? Damas. Ah, okay, this is Damas. I wouldn't mind one. Je refuserais pas un yacht, mais si j'en avais un, je l'utiliserais pas. Je le vends, je prends l'argent et je vais jouer à Las Vegas. À la roulette, au poker, un truc comme ça, quoi. Tels sont les Émiriens, tiraillés entre leur modernisme effréné, leur goût pour une société du spectacle et un souci constant de préserver quelques valeurs ancestrales. Tous les vendredis, de jeunes Dubaïotes troquent leur yacht pour effectuer une régate sur des boutres traditionnelles. Si le pétrole s'épuise un jour, il y aura toujours du vent pour souffler dans les voiles. Ils ont démarré. Oui, il y a ce bateau qui passe derrière la bouée et il revient par là. Si vous regardez tout ce qu'on voit en arrière-plan des bateaux, avec les gratte-ciel, les nouveaux hôtels, vous voyez que c'est une fantastique transition entre l'ancien et le moderne. En fait, la tradition n'est pas encore morte. La course est télévisée et c'est le fils du directeur de la marina qui se charge des commentaires depuis le bateau de bois devant quelques invités triés sur le volet. Tous les soirs, le vieux Mizar observe le ballet des jet-skis sur la plage de Jumeirah. Les pilotes sont les mêmes qui participaient la veille à la régate. Cette fois-ci, plus besoin de vent pour franchir les vagues. À Dubaï, le litre d'essence coûte 5 fois moins cher que sous nos latitudes. On aime le jet ski pour la course et le freestyle. Mais l'eau aujourd'hui est un peu plate. Quand il y a plus de vagues, on s'amuse plus. C'est meilleur pour l'exercice. Par exemple, toi tu ne sais pas ça. Avant le pétrole, on vivait sous des tentes. Le désert et la mer se séparaient ici, et en hiver, les gens généralement restaient sur la côte. Ils ne rentraient pas dans les terres. Il y en avait qui partaient, d'autres non. Ils vivaient de la mer, de la pêche et de tous les moyens de ce bas monde. Pour découvrir la vie traditionnelle du vieux sage de Jumeirah, il faut quitter la côte. À 5 km à peine, on plonge très vite dans le désert, ce grand vide inexploité que les Émiriens laissent encore aux dromadaires. À 150 km à l'est de Dubaï, l'émirat de Fujairah. Le sable cède la place à des collines rocheuses qui dominent le golfe d'Oman avec l'Inde pour horizon lointain. On est ici en pays de montagne, un paysage plus séduisant, plus authentique. Et pour cause, les habitants ont eu beau sonder le sol, Fujairah est un émirat sans pétrole. Il vit sur les subsides des émirats riches et commence à peine sa mue qui va des haillons aux millions. À Diba, les hommes comme Jamel vivent de leur pêche. Après sa matinée en mer, Jamel a revêtu sa dish-dash pour assister à la vente à la criée. Nous sommes ici dans le port de Diba. Vers la fin de l'après-midi, le poisson arrive. Les acheteurs sont là et à la fin, chacun rentre chez lui. Aujourd'hui, tous les poissons seront vendus, sauf ce requin. Jamel nous entraîne sur la plage de Bidda, encore vierge de toute construction. Ici, on se repose plus que dans les autres villes, comme Dubaï ou Abu Dhabi.
On peut dire que ces villes sont toujours exceptionnelles, mais le phénomène d'embouteillage crée des problèmes et des gênes. Par exemple, le bruit. Alors qu'ici, tu te reposes. Un bon air t'entoure. L'air, la bise, l'humain a toujours besoin de ça. Être près de la mer et de la montagne. S'il va en mer, il peut se noyer. S'il grimpe en montagne, il peut être enseveli et mourir. Au loin, Jamel aperçoit un groupe de touristes, encore rares dans les parages. Ce sont des Russes. C'est un très joli endroit parce qu'il n'y a personne. C'est joli, l'eau est chaude et il y a beaucoup de poissons à pêcher. Il n'y a pas d'hôtel. C'est un endroit sauvage. Inch'Allah, ce lieu sera exceptionnel. Ils vont bâtir des hôtels et nous sommes prêts à construire toutes les infrastructures possibles, à accueillir les touristes. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Jamel, en toute innocence, attend beaucoup de l'arrivée des touristes. Il a envie de partager la beauté de son littoral. Il ne sait pas qu'en peu de temps, les tours peuvent proliférer sur la plage. Que restera-t-il alors de cette terre encore sauvage de sable et de rocailles balayée par le vent du Golfe? Retour à Dubaï, où la seule brise qui souffle est celle des climatiseurs. Les Émiriens ne supportent plus la chaleur suffocante qui vient du désert. Dès la mi-mai, la température grimpe facilement à 50 degrés. Plus personne ne met le nez dehors. Les locaux aiment alors flâner dans de grands temples voués au commerce et au luxe tape à l'œil. À Dubaï, même les arrêts de bus diffusent un air climatisé. L'extravagance et le confort ne s'arrêtent pas là pour autant. Un promoteur n'a pas hésité à construire une montagne enneigée dans un centre commercial avec pistes, remonte-pente et moon boots proposés à une clientèle qui, il y a 30 ans, imaginait la neige comme les terriens un cratère de lune. Le choc thermique est rude entre le désert et les flocons, mais ça amuse plutôt Lucas, un pur savoyard qui a choisi de s'expatrier pour venir diriger cette étonnante station. Évidemment, beaucoup de gens nous demandent comment on arrive à faire de la neige à Dubaï au milieu du désert, et j'ai envie de dire la vraie clé, c'est pas vraiment comment on fait la neige, mais plutôt comment on arrive à maintenir l'environnement à la température. Ah, c'est pas écrit, ça va être écrit. Ah, -4. Voilà, comment arrive-t-on à maintenir à -4? C'est ça la vraie clé. Et en fait, c'est qu'on a une isolation qui est extrêmement performante. Si vous voyez le plafond là-haut, c'est une première couche d'isolant, jusqu'à 5 mètres d'air et une deuxième couche d'isolant. Et dans un environnement froid, vous avez ensuite de simples snow guns qui propulsent de l'air et de l'eau, et la cristallisation fait son effet. Le temps que ça touche le sol, c'est devenu de la neige. Et je vous mets au défi de voir de la différence avec la vraie neige. On peut faire des boules de neige, on a le droit de tirer, mais que sur les staffs. Leur pays est quand même pas un pays si facile au niveau du climat, et arriver à avoir cette énergie qu'ils arrivent à mettre pour en faire quelque chose d'accueillant et d'agréable à vivre, moi je trouve que c'est très honorable et très beau. La station de ski de Dubaï est sans doute celle au monde la plus proche d'un littoral. Pour Lucas, la mer est une aubaine. Avant ou après le travail, aux heures les moins chaudes, 35 degrés tout de même. Ça permet quand même de retrouver un équilibre qui est très agréable. Et après tout ça, après tout ce qui se passe au niveau professionnel, quand on revoit la France, c'est vrai qu'on a un peu une idée d'une sorte de petite Suisse, effectivement très jolie, très agréable à vivre, pleine d'authenticité, mais professionnellement, il semblerait qu'il manque un petit quelque chose quand même. Quand tu fais du wakeboard, ce que tu aimes bien, c'est que ce soit vraiment plat. Et là, regarde, on dirait que c'est de l'huile. C'est vraiment génial.
Il y a 4 ans, il n'y avait pas grand-chose. Là, on est à l'abri de la palme qui est en train de se finir de construire sur notre gauche. Une petite maison avec un petit bout de plage, ça serait pas mal, mais elles sont quand même assez chères. Pour la palme, tu ne dois pas rêver, tu dois faire. La Palme, le projet le plus fou des Émiriens. Construire des îles artificielles sur la mer et leur donner des formes extravagantes. Palmiers, planisphères ou versets d'un poème de Cheikh Mohamed, l'instigateur du projet. Rien ne les arrête quand il s'agit d'épater la planète et de repousser les limites du possible. Pour l'instant, ceux qui repoussent le plus leurs limites, ce sont ces centaines de milliers d'ouvriers venus des pays les plus pauvres, construire ces nouvelles Babylones sous un soleil de feu. Ils triment 6 jours par semaine pour un salaire qui n'excède pas quelques centaines d'euros, mais qui fait vivre leur famille restée au pays. Ramzi, un ingénieur libanais, surveille l'avancée du chantier. Et pour ce bâtiment? Oui, le premier niveau est terminé et on va commencer à travailler sur le deuxième. Chaque semaine, on fait un étage et tout ça sera terminé en 7 jours. Et le cycle se poursuit comme ça. On essaye d'utiliser différentes sortes de matériaux et différentes méthodes pour le faire en moins de 7 jours. Si tu avais vu ça il y a quelques années, il n'y avait rien. Il ne se passait rien, c'était juste une belle plage avec des élevages de poissons, des digues et rien d'autre. Regarde maintenant, quand je viens ici, ça a complètement changé. C'est incroyable. C'est drôle quand tu le vois maintenant. Après, on va faire l'excavation. L'eau va arriver et les bâtiments vont ressembler à des bateaux flottants. Le rêve devient réalité. Ça va changer en 2 ans et ce sera un autre monde. Et mon ami, tout le monde va prendre un crédit pour ça. Ouais, c'est sûr. Et ça va marcher. C'est du beau travail. Des dizaines et des dizaines de millions de mètres cubes de sable sont déversés dans la mer pour construire ces îles. La matière première est apportée de désert. Ce défi pharaonique inspire tout autant l'admiration que la crainte. Et si la mer, un jour, se vengeait de cette intrusion humaine et fomentait un tsunami dont elle a le secret? En attendant, ces îles ne cessent de proliférer, bien plus vite peut-être que la demande. Ramzi, le Libanais, est chargé de l'aménagement de ces nouveaux quartiers aux exigences maritimes pour séduire les spéculateurs étrangers. Sur cette maquette, on a une partie résidentielle qui va permettre aux gens de s'installer et de profiter du développement. Dans ce secteur, il y aura combien de points d'accès au canal? Oh, beaucoup. Si vous regardez ici, là, l'idée, c'est de créer un nouveau front de mer et de donner aux gens la possibilité de ressentir l'eau autour d'eux. Pour cela, on a créé 2 canaux. Et si tu vis dans un quartier et que tu veux aller ailleurs, pas besoin de prendre la voiture. Il suffit d'emprunter un bateau-taxi. Tu traverses où tu veux. Et ces bateaux-taxis vont être en service 24 heures sur 24. On essaye de développer plusieurs quartiers autour de l'eau, car l'eau, c'est la vie. Les bateaux-taxis ont toujours existé à Dubaï. Depuis la fondation de la ville dans les années 1800, les abras, rustiques embarcations en bois, permettent de traverser la crique, ce long bras de mer qui pénètre au cœur de la ville et sépare le quartier de Bourg Dubaï du quartier de Deira, plus populaire. C'est là que se rend Saïd. Cet Émirien a monté une petite entreprise d'immobilier. Aujourd'hui, il retrouve le quartier de son enfance, là où s'amarrent des doses, les lourds bateaux pakistanais, indiens ou iraniens qui chargent les produits venus de divers horizons. Les Émirats entendent plus que jamais profiter de leur situation géographique et historique de sentinelle entre l'Orient et l'Occident. Il y a longtemps, la crique était un port naturel. C'était la route vers l'Irak et l'Inde. Les bateaux passaient par la crique de Dubaï. C'est donc devenu très riche en échanges commerciaux. C'était un arrêt, un transit pour les bateaux.
Mais maintenant, la ville de Dubaï s'est déplacée plus loin. Ce quartier est devenu un lieu traditionnel. Les hindous viennent avec leurs épices pour les vendre en Irak et les Irakiens vendent leurs marchandises aux hindous. Du temps des caravanes, c'était la route du commerce. Dubaï a toujours davantage dépendu des ressources de la mer et des échanges que des maigres possibilités du désert. Et pourtant, l'image des caravanes reste dans l'imaginaire et inspire les créateurs de bijoux. L'or et son souk de 400 boutiques fait de l'émirat de Dubaï l'une des capitales mondiales de l'or. L'or est bon marché ici. L'or vient d'Inde, on le transforme et on le revend. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Quand tu viens ici, tu achètes beaucoup. C'est très attractif. Ici, on a un costume traditionnel. Sur le tarbouche, tu dois mettre le parfum et le sentir. Celui-ci est rouge, le mien est blanc parce que c'est l'été. Le turban, on le roule comme des pieds de chameau et on le met sur la tête. Mais eux, ils ne savent pas comment faire. Moi, si. Dans le souk, le costume traditionnel ne se permet guère de fantaisie, hormis ses lunettes qui apportent la touche bling-bling très appréciée ici. Mais sur la plage publique d'Abu Dhabi, on rencontre aussi ces femmes troublantes dans leur abaya et leur burqa noir qui les font ressembler à tant d'autres, à toutes ces femmes soustraites au regard des hommes. Elle est syrienne, marocaine ou iranienne, peu importe, cette ombre noire ne quittera pas la plage pour se baigner. Ce sont les pères qui jouent avec les enfants dans l'eau. Quant aux vraies émiriennes, elles fréquentent pour la plupart des piscines privées ou des plages réservées aux femmes et à leurs familles. Ces plages sont interdites aux hommes seuls et bien sûr aux caméras. En fait, ici, il n'y a pas une plage spéciale pour les familles. Ma femme, elle vient pour les enfants. Plus loin, il y a une plage pour les femmes seules. Mais comme on a 4 enfants, ma femme ne peut pas s'occuper d'eux toute seule. Les jeunes émiriens, quant à eux, aiment pratiquer le cruising et font vrombir leur moteur le long de la plage publique, sans s'y arrêter. En fumant la chicha, un groupe d'ouvriers syriens se désespère. Ça manque de femmes par ici. En fait, le vendredi, la plage d'Abu Dhabi est le refuge des hommes, de ces myriades d'ouvriers qui triment la semaine, loin de leur famille, loin de leurs femmes, loin des femmes, et qui viennent s'amuser entre eux, espérant apercevoir un peu de chair, un sourire ou un regard féminin. En attendant, ils se fabriquent des femmes de sable, fragiles et dérisoires. La plage, c'est la bouffée d'air de la semaine, et quand le soleil disparaît, la mélancolie de ces hommes seuls envahit l'horizon. Les Émiriens ont l'habitude de sortir entre hommes, sans tristesse. Ils savent que leurs femmes les attendent à la maison. Saïd retrouve ses amis d'enfance. Aujourd'hui, c'est une autre question de société qui fait débat entre eux. Je vous le dis, si c'était un steak, j'utiliserais la fourchette et le couteau sans problème. Mais le poisson, comment voulez-vous que je mange le poisson avec des couverts? En plus, je n'éprouve aucun plaisir à manger le contenu de mon assiette avec une fourchette et un couteau. Je préfère manger le riz avec ma main. Il y a aussi une explication scientifique.
Le prophète en a parlé. Quand quelqu'un mange avec ses mains, ses doigts secrètent une substance qui aide à digérer. Regarde-moi, je suis en train de manger avec mes doigts aujourd'hui et ça me convient. Mais je changerai d'habitude si je tombe sur quelque chose de plus pratique, non? Oui, mais il y a des valeurs immuables. Et Bader, ton fils, il portera un pantalon quand il sera grand? Je dirais que la génération de Bader va grandir selon l'éducation suivie à la maison. Si dès le début, il enfile des pantalons et que ses parents ne réagissent pas, il continuera à porter des pantalons. S'il est avec 10 amis qui portent des pantalons et lui le costume traditionnel, il va se sentir différent. Tu ne peux pas l'obliger. La société va imposer ses lois, l'école aussi. Il y a certaines choses que l'enfant aime imiter et tu ne peux pas l'obliger à faire autrement. Mais tu peux le retenir. Avec leur grosse berline, il leur sera difficile de revenir en arrière si la situation économique se modifiait. Retenir le temps, c'est toujours ce qu'essaie de faire Ali sur son bout de littoral préservé. Il part encore parfois pêcher la perle. C'était l'activité principale des Émirats jusqu'à ce que les Japonais développent la perle de culture dans les années 40. Autrefois, 200 000 personnes vivaient de la perle. Avant, à Dubaï, il y avait 500 gros bateaux de pêche à la perle et 1000 petits bateaux, seulement à Dubaï. Il y en avait aussi à Sharjah, Oman. Sur chaque bateau, il y avait un guide qui trouvait le bon endroit pour pêcher et rapporter les perles à leur famille. Les pêcheurs partaient pour des campagnes de 3 mois qui pouvaient s'avérer très difficiles. La promiscuité, la chaleur, les accidents de plongée, les attaques de requins et surtout ces fichues méduses qui prolifèrent l'été. Azza utilise de vraies perles pour en faire des bijoux. C'est une artiste en joaillerie réputée dans le monde entier. Sa spécialité, mettre en valeur la perle dans un bijou, surtout pas de collier. La perle est si précieuse, si naturelle et rare. Et puis surtout avec cette pollution de l'air et tout ce qu'on trouve dans la mer, il y a de moins en moins de perles naturelles. Moi, quand je prends une perle de la mer et que je la perce, j'ai l'impression de faire un crime. Azza a aussi la particularité d'être une femme chef d'entreprise dans un univers où le pouvoir est masculin. Elle se révèle plutôt ferme avec ses ouvriers pakistanais. Ok, donne-moi une pièce terminée pour la vérifier. Il faut la polir. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Essaye de terminer. On a encore 7 jours. Non, 6 jours seulement. Je suis une personne exigeante quand on est en retard dans la production. Ils n'aiment pas lorsque je commence à crier parce que le travail n'est pas fini. Mais je fais ce que j'aime et ils peuvent comprendre pourquoi j'ai crié, parce qu'ils étaient en retard ou qu'ils avaient mal fait leur travail. En fait, ils n'aiment pas le fait que je sois une femme et que j'hurle parfois. Mais ils vont s'habituer avec le temps. Femme d'affaires avisée, Azza mène aussi une vie assez inattendue pour une émirienne, puisqu'elle a adopté il y a 5 ans une petite fille qu'elle élève seule. Azza, qui a fait des études supérieures en Angleterre, fait partie d'une famille très progressiste. Ce sont ces nouvelles valeurs, cet islamisme modéré et occidentalisé, qu'elle entend transmettre à sa fille. Regarde, la mer est sale. Ils n'ont pas le droit de salir la mer. Est-ce qu'on peut se baigner à cet endroit? Un peu, mais il vaut mieux aller au large. I love the sea. J'adore la mer, elle m'inspire.
J'aime la nature. Ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est apprendre à plonger. Je sais nager, mais je veux apprendre à plonger parce que je suis effrayée de nager dans la mer. Si j'apprenais à plonger, j'aurais plus confiance dans la mer. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا منه فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ce que Allah nous dit dans ce verset, c'est qu'il a créé la mer pour nous nourrir et aussi pour nous vêtir, parce que tu peux récolter les perles de la mer. Et aussi c'est une route pour les gros bateaux. On sait comment naviguer grâce aux étoiles et à leurs reflets qui nous montrent la route à suivre sur l'eau. Et il espère qu'on va le remercier pour cela. Ahmed, 26 ans, travaille depuis quelques mois dans la nouvelle mosquée d'Abu Dhabi, érigée à la mémoire de Cheikh Zayed. Il se murmure que son coût avoisinerait le milliard d'euros. Cette mosquée aux dimensions gigantesques peut accueillir 30 000 fidèles et le décorum impressionnant oscille entre beauté, luxe inouï et kitscherie digne d'un palais des 1001 nuits. Les Émiriens ouvrent avec fierté ce lieu de culte aux visiteurs, même si les travaux débutés en 2000 ne sont pas tout à fait terminés. Le contrat, c'est qu'ils doivent terminer l'esplanade en 6 mois. Et je suis très content de leur travail parce qu'ils bossent 12 heures par jour, sans arrêt, pour finir cette mosquée le plus vite possible. Leur travail est vraiment très bien. La mosquée est construite près de la mer qui enserre Abu Dhabi, car Abu Dhabi est une île. À l'intérieur de la mosquée, vous pouvez regarder les colonnes qui ont la forme de palmiers, comme dans le désert. C'est un mélange de deux cultures, la culture des Bédouins, du désert, et celle des gens civilisés qui vivent près de la mer. Abu Dhabi et Cheikh Zayed, le premier président de ce pays, ont souhaité cette mosquée pour montrer que les musulmans sont pacifiques, que les gens viennent apprendre ce qu'est l'islam, comprendre l'islam. On ne peut pas juger quand on ne sait pas. On a des juifs, des chrétiens qui viennent ici. Avant de venir, ils ne savent rien. C'est pourquoi la mosquée est ici, s'élève et est peinte en blanc parce que le blanc est le signe de la paix. Because white is the peaceful sign. Les Émirats font tout pour accueillir la planète en offrant des signes d'ouverture qui détonnent dans le monde musulman. Ils souhaitent s'imposer comme le lieu central des échanges mondiaux. Pour Dubaï, l'argument de vente de l'après-pétrole, c'est bien sûr le tourisme. L'Émirat est convaincu que ces plages sont un nouvel Eldorado. Mais pour l'instant, malgré l'offre hôtelière pléthorique et le luxe des palaces longuement vantés dans les publi-reportages, les Occidentaux ne se bousculent pas pour venir se faire griller au soleil de Dubaï. Tout le monde est d'accord pour venir y gagner sa vie, pas encore pour la dépenser. La faute à qui? Au désert? Au climat? Ou à ces grues qui donnent le sentiment que l'horizon sera bouché par une nouvelle barre d'immeubles l'année suivante? Ce photographe américain a l'habitude de shooter des mannequins sur les plages pour des magazines de sport. Son avis est assez révélateur. Ready, Stephanie? Here we go. Oh my goodness gracious me. Oh, that was nice. Oh, color of Dubai. La couleur de Dubaï, oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas une couleur primaire. La lumière est très brumeuse. Je pense que c'est à cause du sable dans l'air et de la poussière des constructions. Ça me rappelle un peu Pékin, il y a beaucoup de particules dans l'air et cela affecte vraiment la qualité des photos. Dubaï et Abu Dhabi, les deux villes paraissent jumelles aux yeux des Occidentaux. Leurs projets pour l'avenir sont pourtant complètement différents. Dubaï rêve de devenir un compromis entre Acapulco et Las Vegas, quand Abu Dhabi mise sur la culture.
À renfort de pétrodollars, la famille Zayed rachète les licences des plus grands musées du monde pour les transporter sur le sable. Ce qui n'est pas pour déplaire à Asa, notre artiste éprise de culture. Pour elle et sa fille, Louvre, Joconde et Guggenheim sont des noms qui les font rêver. Je pense que je suis plus chanceuse que n'importe qui. Et ma mère pense qu'elle est plus chanceuse que nous, parce qu'à chaque génération, nous apportons quelque chose, au style de vie, à la société, à la culture. Pour la génération de ma fille, ce sera encore différent. Là, ce sera le musée Guggenheim, le Louvre, le même qu'en France. Ça, c'est le musée de la mer, la pêche, les poissons. Il y aura différentes nationalités. Il y aura de moins en moins d'émiriens de souche. Ce sera un choc culturel, mais dans le même temps, elle sera chanceuse car elle aura l'art autour d'elle. Tous ces théâtres à seulement quelques minutes de chez elle. Le Louvre d'Abu Dhabi sera différent du français. En France, le Louvre a la forme d'une pyramide en verre. Ici, ce sera un dôme. Dans moins de 10 ans, les œuvres d'art du monde entier viendront faire des visites de courtoisie dans ces musées bâtis sur la mer. Le week-end, Ahmed, l'employé de la mosquée, troque sa kéfier pour revêtir une tenue plus décontractée. On aurait presque du mal à le reconnaître. Ahmed s'est transformé en un jeune homme qui s'amuse avec ses copains à redevenir pêcheur sur un bolide des mers. Beaucoup de poissons viennent près des rochers. Amour, barracuda. Ils aiment les coins sombres pour se cacher et rester là. Ils sont partis parce qu'il y a trop de construction, bien sûr. Actuellement, on mange les requins, du moins les bébés. Ça a beaucoup de goût, c'est très bon. Mais on ne mange pas les gros requins, non. L'islam dit qu'il n'est pas permis de manger les gros animaux, en tout cas les gros qui peuvent s'attaquer aux hommes. C'est pour ça que si on voit un gros requin, un requin de la taille d'un homme, eh bien on le laisse filer. Fiers de leur capture, ils abordent une île isolée au large d'Abu Dhabi où ils pourront déjeuner tranquillement, toujours entre garçons. On peut rencontrer des femmes au travail, au collège, à l'école, quand on est jeune. Il y a de la mixité à l'école, mais pas quand on sort pour s'amuser. Il y a de plus en plus d'Occidentaux qui viennent dans notre pays. Aussi, on commence à perdre notre façon de vivre. Les nouvelles générations sont plus ouvertes. Les garçons et les filles se contactent entre eux. Et il y a plus de dialogue. C'est la génération Internet, la dernière génération. Les choses changent. C'est mauvais parce que nous perdons notre style de vie. Nous avions l'habitude de vivre ensemble, nous étions si proches. Maintenant, nous sommes si occupés que nous avons du mal à nous voir. Mes amis et moi, on fait du mieux que nous pouvons pour rester ensemble. Pour Ali, le plongeur, tout a changé trop vite et les relations humaines s'en ressentent. Nos grands-pères et nos pères nous l'ont dit. Les gens étaient plus proches, ils s'aimaient plus. Votre fils était toujours avec vous. Dans une petite ville, vous pouviez voir tout le monde. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Beaucoup de gens sont venus et chacun a son travail. Parfois, on ne voit pas son frère pendant un mois. Avant, la mer rendait les gens plus gentils et plus disponibles.
à s'occuper des uns des autres. Et j'espère que cet esprit perdurera chez les gens des Émirats, qu'ils aiment la mer, les gens, et qu'ils restent en paix, si Dieu veut. Le week-end, Asa aime bien retrouver le cocon familial dans une maison construite au milieu du désert. Sa fille joue avec ses cousins, l'eau coule à flot sur les toboggans gonflables. Et surtout, Asa aime lancer de grandes discussions avec son père, un haut fonctionnaire. Les questions d'environnement sont pour eux essentielles dans un pays où l'homme a tellement modifié l'ordre naturel. Malheureusement, il n'y a pas de prise de conscience suffisante dans les sociétés arabes en ce qui concerne le développement durable. Mais maintenant, toutes les installations que l'on a planifiées sur la mer, l'ensevelissement, tout ce qui repose sur la mer affecte le monde marin. C'est une prise de conscience à avoir au niveau mondial. Avec le changement climatique, tout est en train de changer. C'est un danger pour les générations suivantes. Comment les Émirats peuvent construire aujourd'hui des centrales nucléaires? Est-ce qu'ils ont pensé à la pollution que ça peut engendrer? Allah nous a donné des énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire. Pourquoi ne l'utilisent-ils pas? Cela suffirait aux Émirats pour 200, 300 ans. Une énergie propre. Le soleil, une richesse évidente dans cette contrée brûlante. Mais à Dubaï et à Abu Dhabi, ce que l'on veut surtout continuer d'exploiter, c'est encore et avant tout le tourisme et le pétrole. Tel est le rêve de ces fils de pêcheurs, partis à la conquête du monde, assis sur l'or blanc des plages et l'or noir du sous-sol, si Dieu le veut.